Il y avait quand même quelques trucs à rattraper durant ce mois de novembre. Bon, on a également couvert pas mal de sorties, il faut le reconnaître, mais comme chaque mois, il y a toujours des films qui sont passés entre les mailles de mon filet. Donc du coup, ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films qu'on a loupés durant le mois de novembre 2021. Pourquoi est-ce que je m'inflige et j'ai encore des trucs comme ça? Je sais vraiment pas, je sais dans quoi je me lance. Pour autant, j'y vais à corps perdu en me disant... Sait-on jamais. Franchement, sur le papier, rien ne va ici. Faire une suite à un vague succès en salle, devenu un vague succès sur les plateformes de VOD, après que les producteurs se soient rendus compte que cela ne marchait plus dans les salles, pour donner lieu ici à un mélodrame lourdingue et poursif qui ne cherche jamais à être plus qu'une bonne blague qui devient un peu trop sérieuse entre les mains d'auteurs souvent à côté du projet. Castille London nous offre ici un moment de cinéma qui ne cherche jamais à aller plus loin que sa propre surface, pour une œuvre qui n'est jamais aussi drôle que son côté nanardesque ne voudrait l'être, abusant de scènes souvent presque... comme des hommages à Tommy Wiseau, mais n'ayant jamais la portée comique ou burlesque de celui-ci, donnant simplement lieu à une œuvre poussive, maladroite, débile et souvent aussi régressive que son envie de faire une œuvre érotique, tout public. Et en plus de ça, les acteurs y croient tellement à ce projet qu'ils sont premier degré comme c'est pas permis, et du coup, il n'y a même pas moyen de se taper une barre sur leur prestation parce que, ils y croient tellement qu'ils en sont nuls. C'est un vrai paradoxe. J'ai toujours une immense curiosité pour les films qui remportent des grands prix au Festival de Cannes, parce que c'est un prix que l'on remet souvent à des films qui sont audacieux et créatifs. Joe Koosmanen a donc remporté ce fameux prix au dernier Festival de Cannes, à égalité avec un héros, mais tout de même, un tel prix sonnait comme la promesse d'un cinéma audacieux et terriblement novateur, mais il faut bien avouer que le cinéaste finlandais ne cherche pas forcément à amener cela au cœur d'une œuvre qui veut avant tout jouer avec la base même d'un moment de 7e art humain et simple. De cela ressort un moment d'émotion et de rire plutôt maîtrisé et contrôlé par un jeune cinéaste qui veut jouer avec la base même d'une œuvre résonnant comme une invitation au voyage, et surtout une invitation à la rencontre, à la confrontation, à l'exploration de soi comme de l'autre, et dans cela, Koosmanen développe une belle et longue réflexion autour de l'inconnu face à la nature, de l'homme face à l'amour, et même si c'est un peu cliché, il faut bien avouer que cela marche tout de même à merveille. C'est un doux moment de cinéma, pas forcément novateur, ça c'est clair, mais qui marche et qui est entraînant. Il y a des films qui, par le biais d'une affiche et d'une certaine idée du cinéma, arrivent à me pousser à aller en salle pour les voir. Et ce film-là, c'est exactement la démonstration parfaite de ça. Le projet de Ismaël El Iraki avait tout cela pour lui. Une forme et un sujet qui sonnaient comme très prometteurs, mais surtout qui sonnaient comme la promesse d'un moment de cinéma cool et aussi classe que la musique au centre de la narration. Mais même si le projet fonctionne, il faut bien avouer que le long métrage qui en découle est un peu trop long pour son sujet et un peu trop vague pour sa forme, sans compter que c'est un petit peu trop fouillé aussi pour ses personnages. Le metteur en scène franco-marocain nous emporte avec une fougue dans la base même de son sujet et parvient durant une bonne heure à construire un récit prenant et intense. Mais dans un second temps, le cinéaste ne réussit pas à donner lieu à l'œuvre que l'on aurait dû attendre de sa part, et du coup se contente presque simplement de laisser son métrage avancer en pilotage automatique, quitte à complètement nous perdre et nous inciter à remettre en question la base même de son projet. C'est une bonne idée, mais clairement elle a du mal à garder le cap tout du long de son avancée. Les comédies d'action sont devenues un genre beaucoup trop galvaudé, mis en scène par de trop nombreux metteurs en scène, et souvent qui demandent une telle maîtrise de ces codes que c'en est très compliqué. Pourtant, par le passé, Rawson Marshall Ferber a su dominer le genre et surtout a su construire des comédies cultes à l'image de l'excellent Dodgeball. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est devenu un cinéaste bankable et qu'il fait équipe avec Dwayne Johnson, le metteur en scène américain semble avoir perdu beaucoup de sa fibre créative, surtout quand on voit le résultat d'un des films les plus chers de la part de Netflix. Comédie assez lourde, où l'action est souvent un peu trop survoltée pour réussir à totalement nous passionner, l'œuvre qui en découle est un pur produit de ce que Hollywood est capable de faire dans le genre de lourdingue, soit un instant de cinéma poussif et excessif qui frôle souvent la parodie de mauvais goût non assumé, mais qui reste assez bien rythmé dans son genre pour nous faire noter que ce n'est pas non plus une catastrophe, simplement une énorme flemme créative et conceptuelle. C'est un pur produit popcorn dans ses excès les plus excessifs et ses clichés les plus lourds. Donc c'est dommage, mais ça marche pas. Les thrillers romantiques sur fond d'adultère, de tromperie, de meurtre et de mensonges, honnêtement, c'est pas forcément ma came, mais ça peut être quelque chose d'assez créatif et d'assez entraînant pour donner lieu à un film
qui peut être surprenant. Nicole Garcia décide pour autant de construire cela, au cœur d'un moment de cinéma qui prend la forme d'une longue narration en 3 actes, construisant un récit autour d'un couple, d'un meurtre et d'une vie gâchée, donnant lieu à un moment de cinéma qui avance un peu de manière hasardeuse entre dialogues sirupeux et instants de flottement ne parvenant pas à totalement nous passionner, mais gardant un certain rythme. Garcia ne parvient clairement pas à porter l'entièreté de son sujet avec adresse et finesse, usant de nombreux clichés pour réussir à construire son film, mais il est indéniable que dans son fond et dans ce que la metteur en scène cherche à convoquer, soit les grands thrillers romanesques des années 50, il y a tout de même quelques instants de cinéma à retenir qui ne fonctionnent pas pleinement, mais qui nous emportent assez pour nous faire tenir. C'est clairement brouillon, mais ça reste assez intense par quelques aspects pour réussir à nous faire tenir jusqu'au bout et nous dire que ça reste une proposition intéressante. Les comédies jouant sur le handicap, qu'ils soient au centre du récit ou plus en toile de fond, c'est souvent un couteau à double tranchant parce que ça peut sonner comme bon, mais ça peut également sonner comme l'espèce de film très pathos et très émotif, pas forcément toujours assez intelligent. Pascal Elbé décide de nous emporter dans un moment de cinéma pas parfait, pas forcément aussi intelligent qu'il souhaiterait l'être, mais qui indéniablement parvient tout de même à transformer l'essai au cœur d'un instant de cinéma prenant et amusant, qui sonne comme une comédie réjouissante et prenante, emportée notamment par une espièglerie et une sincérité qui parvient à nous tenir en haleine jusqu'au bout. C'est une comédie sympathique qui porte un joli message autour de l'acceptation de l'autre et surtout qui joue assez bien avec ses situations. Mais il faut bien avouer que cela reste un peu trop fleur bleue dans son genre et que même si on se laisse assez facilement emporter dans une grande majorité de son délire, il y a des moments où l'on se dit que c'est un peu lourd, un peu excessif et pas forcément toujours à la hauteur de sa promesse de base. Mais tout de même, de la part de Pascal Elbé, qui n'est pas forcément un immense metteur en scène, ça reste bon et ça reste maîtrisé. Mélanger les cultures et les classes sociales, c'est devenu un mode de conception du cinéma français qui, franchement, commence à atteindre un poil ses limites, mais qui pour autant peut tout de même réserver quelques surprises au travers d'une allée sombre où on pourrait se dire « Ah, c'est cliché » et en fait, ça l'est pas tant. Sylvie Ohayon nous offre aujourd'hui un espèce d'archétype très cliché et assez convenu dans son genre de ce que l'on peut faire dans ce style de cinéma, pour une œuvre qui se tient tout de même comme une jolie promesse, et un peu trop longue pour sa base cinématographique tout de même, mais qui reste assez sympathique et juste surtout pour nous emporter au bout d'une bonne base de cinéma et d'une jolie comédie sentimentale. Le long métrage doit énormément à Nathalie Baye, tout simplement parfaite du début à la fin du film, mais également à la jeune et très talentueuse Lina Koudry, tout simplement divine du début à la fin du métrage, et par ses aspects et par son sujet, le film qui en découle sonne tout de même comme un petit fragment de 7e art sympathique et entraînant, loin d'être totalement maîtrisé dans son rythme notamment, mais cela reste pour autant un délicat voyage. C'est mignon comme tout. Donc à partir d'un certain stade, il n'y a pas forcément besoin de demander plus à ce type de film. Notons que l'émotion est un élément de cinéma qu'il faut maîtriser avec une telle parcimonie que parfois, c'est souvent compliqué de réussir à équilibrer le tout pour que ça sonne pas trop comme justement très lacrymal et très larmoyant. Et c'est ainsi qu'Emmanuel Berco se lance dans ce qui semblait être un immense voyage lacrymal au cœur d'un instant de cinéma où Kleenex allait pouvoir relancer ses actions, mais qui heureusement pour nous sonne avant tout comme une œuvre émouvante et attachante autour d'un homme et de sa mère, autour d'un personnage et d'une fatalité, autour d'une cinéaste cherchant à capter la vie face à la mort. Ce n'est certes jamais parfait. Il faut bien avouer qu'au bout d'un moment, cela est clairement un poil trop lourd et un poil trop facile de la part de l'auteure française. Mais il faut également reconnaître à Emmanuel Berco une envie de nous emporter et de nous passionner avec une œuvre qui est certes extrêmement émotive et par moments un peu trop poussive dans son acheminement de l'émotion à l'écran, mais qui pour autant parvient tout de même avec une grande maîtrise à nous passionner et nous emporter dans son œuvre. Ça reste un beau moment de cinéma, extrêmement touchant, et il faut bien avouer que la performance de Benoît Magimel, elle est assez exceptionnelle au sein de ce film. Bon bah voilà, il y avait quand même quelques films à rattraper durant ce mois de novembre, on y sera arrivé. À mon avis, le mois de décembre, ça risque d'être plus léger parce que vu qu'il n'y a que des gros blockbusters qui s'enchaînent, il n'y aura pas forcément beaucoup de place pour les autres films. On essaiera de leur en donner sur la chaîne, et si ce n'est pas le cas, ce sera dans ce rattrapage, celui du prochain mois. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.